Les néons du gymnase de combat d'élite de Blackwood projetaient des ombres crues sur les tapis d'entraînement tandis qu'Imani Carter franchissait les lourdes portes vitrées. Le gymnase sentait la sueur, le cuir et l'arrogance. À 19h30, un mardi soir, le rez-de-chaussée était bondé d'élèves s'entraînant au coup de pied sous l'œil vigilant de leur instructeur. Imani portait un simple legging noir et un débardeur gris, les cheveux attachés en une queue de cheval pratique. Son sac de sport était usé, du genre qu'on peut acheter à 40 $. Rien dans son apparence ne laissait présager la vérité cachée sous la surface. Dès qu'elle posa le pied sur le parquet, les conversations s'interrompirent. Des étudiants blancs en tenue de sport de marque se tournèrent envers elle pour la dévisager. Surprise, appréciation, gêne. Une femme blonde à ceinture violette rapprocha sa gourde, comme si la pauvreté était contagieuse. Avez-vous déjà pénétré dans un espace où votre couleur de peau a amené les gens à remettre en question votre droit d'exister? Si vous pensez que chacun mérite le respect, quelle que soit son origine ou son sexe, abonnez-vous. Cet article va vous montrer que les préjugés sur les femmes noires peuvent être mortellement dangereux. Gerald Blackwood se tenait au centre, sa silhouette musclée enveloppée dans un short thaïlandais qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Imani, du moins c'est ce qu'il supposait. À 32 ans, il s'était forgé une réputation d'instructeur vedette de la salle, ancien boxeur professionnel dont la blessure au genou avait mis un terme à sa carrière de compétiteur. Il enseignait désormais à une clientèle blanche fortunée qui souhaitait se sentir dangereuse sans affronter le danger réel. Son regard se posa sur Imani avec une attention prédatrice. Le genre de regard qui indiquait qu'il avait trouvé une cible facile pour démontrer son autorité. « On peut vous aider à trouver quelque chose ?» La voix de la réceptionniste résonna dans toute la salle. « Le cours de kickboxing cardio est en centre-ville. C'est un centre de Muay Thai d'élite. » Imani s'approcha calmement. « Je suis ici pour observer vos méthodes d'entraînement. J'envisage de devenir membre. » Le rire de Gerald résonna dans la salle. « Abonnement ?» Il s'essuya la sueur avec une serviette monogrammée. « Ma chérie, tu connais nos frais mensuels? On n'est pas chez Planet Fitness. On parle de 1 500 $ par mois, plus le coût du matériel. » Plusieurs étudiants ont ri comme prévu. « Je peux me le permettre, » répondit simplement Imani. « Bien sûr que tu peux. » Gerald l'encerclait comme une proie. « Laisse-moi deviner. Tu as vu du Muay Thai dans un film? Tu as peut-être regardé de l'UFC? » Il désigna ses vêtements. « Ce n'est pas une salle de sport pour ceux qui veulent se sentir forts. Ça demande une vraie discipline, un vrai entraînement, des années de dévouement. »« Je comprends cela, » dit Imani, gardant son sang-froid malgré la brûlure familière des préjugés. Gerald s'adressa à sa classe d'une voix débordante de condescendance. « Vous voyez tout le monde? Les gens entrent en pensant que le Muay Thai est de l'aérobic avec des coups de poing. Ils ne comprennent pas que c'est un art martial ancestral qui exige respect, tradition et des années d'expérience auprès de vrais maîtres. » Il se tourna vers Imani, son regard scrutant son corps avec gêne. Et sans vouloir offenser personne, vous pensez généralement qu'être naturellement athlétique suffit. Comme si, grâce à vos fibres musculaires rapides, vous pouviez rivaliser avec des athlètes qui s'entraînent depuis des décennies. La connotation raciale planait comme une fumée toxique. Un étudiant en ceinture bleue prit la parole. « Oui, le combat de rue et les vrais arts martiaux sont complètement différents. » Il se reprit, mais tout le monde entendit ce qu'il voulait dire. « Exactement, » dit Gerald. « Le vrai Muay Thai, ce n'est pas des coups de poing sauvages ou ce que tu as appris dans ton quartier. C'est de la science, de la technique, de la discipline, des choses qui nécessitent un entraînement formel auprès de maîtres reconnus. » Imani sentit une rage familière monter, mais garda un visage neutre. Toute sa vie, elle avait côtoyé des hommes comme Gerald, des hommes qui, voyant sa peau brune, la prenaient pour une incompétente. « J'aimerais essayer un cours, » dit-elle d'un ton égal. Le sourire de Gerald s'élargit, prédateur. « Que dirais-tu d'une démonstration d'abord? Voyons quelle technique tu maîtrises. » Il désigna l'aire d'entraînement. « J'y vais doucement. Je veux juste évaluer ton niveau avant de prendre tes 1 500 $. »
La classe s'est rassemblée, les téléphones apparaissant. Ce serait divertissant de voir leur instructeur remettre à sa place une femme noire arrogante. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire », commença Imani. « Peur ?» Le ton de Gérald ternit toute dignité. « Juste un entraînement amical. À moins que tu sois trop lent pour suivre. » Et voilà. Le défi. L'humiliation publique déguisée en instruction. Imani posa son sac avec précaution. « Bien, on s'entraîne. » Les étudiants formèrent un cercle et d'autres téléphones apparurent. Une femme, formée depuis 6 mois, murmura « Ça va être brutal. Faut-il que quelqu'un arrête ça ?»« Pourquoi ?» répondit son ami. Elle a acquiescé. Peut-être qu'elle devrait apprendre qu'elle ne peut pas se contenter d'exiger le respect. Gérald s'étira théâtralement, affichant sa souplesse. Un contact léger, évidemment. Je ne cherche pas à te faire mal. Son ton suggérait le contraire. Je veux juste voir ta posture, ta technique, comment tu gères la pression. Ils prirent position. La posture de Gérald était parfaite. Imani le suivit, tout aussi juste, même s'il ne le remarqua pas. Prêt? Il n'attendit pas. La première attaque de Gérald fut rapide, une combinaison de directs mettant ses réflexes à rude épreuve. Imani bloqua avec aisance, absorbant l'impact avec une aisance maîtrisée. Vivement, murmura Gérald en se remettant à zéro. On réessaie. Sa deuxième combinaison était plus difficile. Direct, croisé, coup de pied bas. Imani bloqua les coups et contrôla parfaitement le coup de pied, son tibia heurtant le sien dans un craquement qui résonna dans le gymnase. Le sourire narquois de Gérald s'estompa. Le cercle devint plus silencieux. « Où as-tu appris ça ?» Gérald a insisté sur « toi » avec un air raciste. « Des vidéos YouTube? Un cours en ligne de Street Muay Thai pour débutants ?» Imani n'a pas répondu. Elle s'est juste réinitialisée. Gérald s'est à nouveau montré déterminé. 3 coups suivis d'un violent coup circulaire visant ses côtes. Imani a esquivé les coups avec un minimum de mouvement, puis a attrapé sa jambe sous son bras, contrôlant son équilibre. « Arrête !» aboya Gérald en se libérant brusquement. Son visage devint rouge. « Ce n'est pas une bonne technique. On ne peut pas juste attraper des coups de pied. C'est du combat de rue, c'est de la merde. » « En fait, » dit calmement Imani, « c'est la norme en compétition de Muay Thai. On l'utilise constamment au stade du Lumpinee. » Les yeux de Gérald se plissèrent dangereusement. « Ne me parle pas du Lumpinee. Je me suis entraîné avec des combattants thaïlandais. De vrais combattants. Pas avec ces conneries édulcorées que tu as ramassées. Où? Au YMCA du coin? Dans un centre communautaire de ton quartier? » La classe s'agita, mal à l'aise. Plusieurs échangèrent des regards. Un jeune homme ceinture verte parla nerveusement. « On devrait peut-être… »« Tais-toi, Travis !» lança Gérald. Il tourna autour d'Imani, l'incertitude masquée par l'agressivité. « Encore un round. Voyons comment tu gères la vraie pression. » Cette fois, Gérald n'a pas hésité. Il a lancé des combinaisons qui auraient gravement blessé un novice. Direct, croisé, crochet, coup de poing, retourné. Conçu pour submerger et humilier. Imani bloquait tout. Pas seulement bloquait, elle anticipait. Ses mouvements étaient économiques, efficaces, le genre de travail défensif résultant de milliers d'heures d'entraînement. Elle donnait l'impression que c'était facile. Gérald se redressa, respirant plus fort. « Tu te défends, c'est tout. Ce n'est pas se battre, c'est fuir. On verra bien comment tu attaqueras. »« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit doucement Imani. « Pourquoi? Peur de te blesser ?» La voix de Gérald monta. « Tu vois, c'est le problème avec les gens qui apprennent par vidéo, ils se défendent bien, mais dès qu'on leur demande de se battre… » Il n'a jamais terminé. Imani a lancé un direct simple que Gérald a bloqué de justesse. La puissance l'a fait trébucher en arrière. La salle de sport est devenue silencieuse. Qu'est-ce que c'était que ça? La voix de Gérald se brisa. « Tu essaies de me faire du mal maintenant? C'est ce que vous faites, vous? Vous arrivez en faisant l'innocent et vous essayez de blesser quelqu'un? C'est un piège ?» Une femme dans la foule prit la parole, enregistrant son téléphone. « Gérald, elle t'a à peine touché. Tu lui as demandé d'attaquer.
Reste en dehors de ça, Rachel, cracha Gérald. Il se tourna vers Imani, l'orgueil blessé. Tu sais quoi? Un vrai combat. Plein contact. Voyons voir à quel point tu es forte quand on essaie de te mettre KO. L'atmosphère du gymnase changea. L'atmosphère s'était assombrie. Plusieurs élèves semblaient sincèrement inquiets. « Gérald, ce n'est pas sûr !» cria une autre voix. « Elle ne porte même pas d'équipement. »« Elle n'a pas besoin d'équipement, » grogna Gérald. « Ce sera fini dans 30 secondes. Je vais montrer à tout le monde ce qui arrive quand vous entrez dans des lieux qui ne vous appartiennent pas et vous comportez comme si vous étiez ses égaux. » Le venin racial était pleinement exposé. Fini les prétentions. « Dernière chance de reculer, » dit Gérald, les poings levés. « À moins que tu ne veuilles que tout le monde te voie gêné. KO est transformé en une leçon de respect envers ses supérieurs. » Imani resta parfaitement immobile, le visage impassible malgré une poussée d'adrénaline. Toute sa vie, elle avait entendu cette menace sous différentes formes, de la part d'entraîneurs qui ne voulaient pas de femmes, de la part de combattants qui refusaient de perdre face à des adversaires noirs, de la part d'hommes qui ne supportaient pas d'être inférieurs à quelqu'un qu'on leur avait appris à considérer comme inférieur à eux. « Je suis prête quand tu l'es, » dit-elle simplement. Gérald explosa en enchaînant des combinaisons déjantées. Coup du droit, crochet du gauche, coup de coude tournant. Misant sur la puissance et l'agressivité plutôt que sur la technique, il essayait de la submerger. Imani se déplaçait comme une eau ruisselante. Elle glissa le coup de poing de quelques millimètres, esquiva le crochet, et quand son coude tournoyant arriva, elle n'était plus là. Elle avait pivoté vers son angle mort, se positionnant parfaitement. Gérald se tourna vers elle, le souffle court. « Reste immobile et combat-moi !»« Je me bats !» répondit calmement Imani. Il frappa à nouveau, cette fois avec un coup bas qui aurait brisé une jambe inexpérimentée. Imani le parvint parfaitement, son tibia heurtant le sien avec un craquement qui fit grimacer. Le visage de Gérald se tordit. Son cou avait atterri sur ce qui semblait être de l'acier. « Qu'est-ce que tu es ?» haleta Gérald. « Où as-tu appris à faire ça? C'est impossible. Quelqu'un comme toi ne peut pas. » Il lança une autre combinaison, plus rapide, désespérée. Direct, croisé, crochet, uppercut, genou. 5 coups avec une réelle intention de blesser. Imani bloqua les 4 premiers coups et attrapa le genou, saisissant sa jambe avec un timing parfait. Pendant un instant, elle le maintint en équilibre sur un pied, complètement à sa merci. Puis elle le relâcha et recula. Gérald trébucha, retrouvant son équilibre. Sa poitrine se soulevait. La sueur coulait à flots. Ses élèves ne l'avaient jamais vu ainsi, en difficulté, désespéré, perdant. « Tu te tais » accusa-t-il d'une voix qui s'éleva jusqu'à crier. « Tu fais exprès de me faire passer pour un imbécile. C'est une arnaque. C'est quelqu'un qui t'envoie ?» Un élève ceinture marron prit enfin la parole. « Gérald, on devrait peut-être s'arrêter. Elle est clairement entraînée. »« Ça prouve tout !» rugit Gérald. « Ça prouve que vous pensez pouvoir entrer dans nos locaux et prendre ce qui est à nous. Mes élèves, ma salle de sport, ma réputation. » Il s'élança à nouveau, abandonnant toute technique, tel un homme désespéré, déchaînant des coups sauvages à pleine puissance. Imani attendait. Elle avait patienté 25 minutes, absorbant son racisme, son agressivité, son humiliation. Elle lui avait donné toutes les chances de s'arrêter, de reculer, de faire preuve de décence. Il n'avait choisi aucun de ces chemins. Alors, quand Gérald a lancé son prochain coup droit sauvage, télégraphiant avec tout son corps, Imani a finalement arrêté de se retenir. Elle se lança dans son attaque, esquivant le coup de poing de quelques centimètres. Son coup de droit se leva parfaitement, heurtant la mâchoire de Gérald avec un bruit de batte de baseball frappant une pastèque. Sa tête bascula brusquement en arrière, ses yeux se révulsèrent, ses genoux fléchirent. Mais Imani n'avait pas fini. Tandis que Gérald titubait, essayant de rester debout, Imani pivota sur sa jambe gauche et lança un coup de pied haut, un poème violent. Son tibia heurta le crâne de Gérald avec une précision dévastatrice. Le genre de coup de pied obtenu après des milliers de répétitions, après des entraînements jusqu'à ce que la mémoire musculaire
remplace la pensée consciente après des années de compétition au plus haut niveau. Gerald Blackwood s'est effondré sur le tapis comme une marionnette au fil coupé. Il était inconscient avant même que son corps ne touche le sol. Le chaos s'est emparé du gymnase. Les élèves se sont précipités. Les téléphones ont tout filmé. Quelqu'un a crié. Quelqu'un composait déjà le 911. Imani se tenait au-dessus de la silhouette inconsciente de Gerald, respirant calmement, les mains toujours en parfaite position de garde. Une petite coupure s'était ouverte sur sa pommette. Du sang coulait sur le tapis blanc. « Est-il mort » murmura quelqu'un. « Non » répondit Imani en baissant les mains. « Il respire. Il va se réveiller dans quelques minutes avec une commotion cérébrale et un ego profondément blessé. » Elle se dirigea vers son sac de sport, le ramassa et se dirigea vers la porte. Le cercle s'ouvrit comme la mer Rouge. « Attends !» cria Rachel, tandis que la femme enregistrait tout. « Qui es-tu? Que vient-il de se passer ?» Imani s'arrêta à la porte et se retourna. Derrière eux, Gerald commençait à s'agiter en gémissant. « Je m'appelle Imani Carter, » dit-elle clairement. « Triple championne du monde de Muay Thai, double membre de l'équipe olympique. Bilan actuel, 47 combats professionnels, 45 victoires, dont 38 par KO. Je me suis entraîné à Sitiotong en Thaïlande auprès de Maître Yottong lui-même. Je suis ceinture noire 7e dan de Muay Thai et je suis actuellement numéro 2 mondial dans ma catégorie de poids. » L'information a atterri comme une bombe dans le silence. « Je suis venu ici ce soir car j'ouvre un nouveau centre d'entraînement à l'autre bout de la ville, » a poursuivi Imani. « Je voulais voir à quoi ressemblait la compétition. Je voulais voir si le gymnase de combat d'élite de Blackwood était à la hauteur de sa réputation. » Elle baissa les yeux vers Gerald, maintenant assis avec de l'aide, le visage couvert d'un masque de confusion et de douleur. « Ce n'est pas le cas, » répondit simplement Imani. « Tu peux dire à tes élèves qu'ils méritent un meilleur enseignement, une meilleure attitude, de meilleurs exemples de ce que représentent les arts martiaux. » Elle regarda Gerald droit dans les yeux. « Et tu peux te dire que la prochaine fois, avant de supposer que quelqu'un est trop lent à cause de sa couleur de peau ou de son sexe, tu devrais te demander qui il est, parce que parfois la personne que tu discrimines est le meilleur combattant que tu aies jamais rencontré. » Elle s'est retournée et est partie, laissant derrière elle des témoins, des enregistrements et un ancien tyran qui ne survivrait jamais à ce moment. Si vous aimez ce moment de justice, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, car l'histoire d'Imani ne fait que commencer, et ce qui se passera ensuite vous montrera que le karma a une longue mémoire. 3 semaines plus tôt, Imani Carter était au sommet de sa forme. À 28 ans, elle avait atteint ce dont la plupart des combattantes rêvaient, le titre de championne du monde, une participation aux Jeux olympiques et des sponsors de grandes marques. Son visage figurait en couverture des magazines. Sa technique était étudiée par les aspirantes combattantes du monde entier. Elle était la preuve vivante que les femmes noires pouvaient dominer un sport historiquement dominé par les hommes. Puis son père est tombé malade. Marcus Carter avait été facteur toute sa vie, un homme discret qui avait soutenu les rêves de combat d'Imani quand tout le monde disait que les filles ne devaient pas être athlètes, que la violence n'était pas féminine, que les arts martiaux n'étaient pas pour ceux qui leur ressemblaient. Il l'avait conduite à tous les entraînements, avait payé les frais d'inscription à tous les tournois, avait cru en elle alors qu'elle n'était qu'une maigre gamine de 11 ans qui entrait dans sa première salle de sport et tombait amoureuse. Cancer du pancréas de stade 4. 6 mois à vivre, peut-être moins. Imani avait immédiatement pris sa retraite de la compétition professionnelle. Elle était rentrée à Chicago et avait accepté un poste de professeur de self-défense au centre communautaire tout en s'occupant de son père à temps plein. Les fonds de sponsoring se sont taris dès qu'elle a arrêté de combattre. La célébrité s'est estompée plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle est passée de championne du monde à invisible en 90 jours. L'appartement coûteux qu'elle avait acheté avec des bourses de combat, vendu pour payer des traitements expérimentaux que l'assurance ne couvrait pas. Les vêtements de marque, le style de vie voyagiste, la reconnaissance, tout a disparu. Il ne restait qu'un père malade, des factures médicales qui s'accumulaient et un avenir à reconstruire de toutes pièces. Mais elle n'avait jamais cessé de s'entraîner.
Chaque matin à 5 heures, avant que son père ne se réveille, Imani courait 10 kilomètres et passait 2 heures à s'entraîner dans le sous-sol qu'elle avait transformé en salle de sport improvisée. La mémoire musculaire ne s'est pas estompée. Les réflexes sont restés affûtés. La championne en elle est restée, cachée sous le stress financier et l'épuisement des soignants. Lorsque son père est finalement décédé, paisiblement endormi après un dernier mois terrible, Imani avait trouvé une lettre sur sa table de nuit. Son écriture, tremblante à cause des médicaments, couvrait 2 pages. « Ma petite fille, commençait-il, tu n'as pas abandonné tes rêves pour moi. Tu m'as montré ce qu'était la vraie force. Les champions ne se forment pas sur les rings. Ils se forment dans le calme, quand personne ne regarde. Tu es ma championne. Maintenant, deviens aussi celle des autres. Construis quelque chose qui compte. Montre aux enfants comme toi qu'ils peuvent tout accomplir. Je t'aime, papa. » Imani avait pleuré pendant 3 jours. Puis, elle avait pris une décision. Elle utiliserait le petit capital d'assurance vie, 30 000 $ que son père avait conservé même quand l'argent était rare, pour ouvrir sa propre salle de sport. Pas un établissement d'élite pour clients fortunés. Une vraie salle de sport, accessible à tous, où les jeunes comme elle pourraient trouver leur passion sans être jugés par leur code postal ou leur couleur de peau. Cette mission l'avait conduite au gymnase de combat d'élite de Blackwood. Elle avait entendu des rumeurs sur l'environnement hostile, les connotations raciales, la façon dont Gérald traitait les élèves qui ne correspondaient pas à sa définition étroite de méritants. Elle s'y était rendue en civil, sans maquillage ni bijoux, pour vérifier si les rumeurs étaient fondées. Ils étaient pires que ce qu'elle avait imaginé. Quelques heures après sa sortie, l'enregistrement téléphonique de Rachel avait été publié sur Instagram. Au matin, il avait été partagé 17 000 fois. L'après-midi, il était devenu le buzz sur Twitter, TikTok et YouTube. Tous les grands sites de sport ont relayé l'histoire. Un ancien champion du monde détruit le propriétaire raciste d'une salle de sport, pouvait-on lire en gros titres. Une légende du Muay Thai démolit l'homme qu'il appelait « trop lente », pouvait-on lire sur un autre. Regardez, la réponse parfaite d'une combattante noire au racisme a accumulé 3 millions de vues en 12 heures. Internet avait trouvé son héros et son méchant. Les commentaires ont afflué par milliers. Elle lui a donné toutes les chances d'arrêter d'être raciste. La façon dont elle a attendu qu'il se démasque complètement. Ce coup de pied était personnel et il le méritait. Redites-moi comment les femmes ne peuvent pas se battre contre les hommes. 22 minutes de patience, puis 22 secondes de justice. Mais il y avait aussi des commentaires plus sombres. Elle l'a agressée, c'est illégal, peu importe qui elle est. Il y allait doucement, et elle en a profité. C'est typique de jouer la carte raciale quand elle est devenue violente. Les femmes qui peuvent se battre avec des hommes sont contre nature. La vidéo montrait tout. Les insultes racistes de Gérald sont « vous » répétées 11 fois, ses attaques violentes, son refus de la laisser partir. Mais pour certains spectateurs, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils ne voyaient qu'une femme noire assommant un homme blanc, ce qui violait un principe fondamental de leur vision du monde. En moins de 48 heures, Imani et Gérald avaient été contactés par des avocats, des journalistes, des sponsors et des enquêteurs. L'affaire avait dépassé le stade d'une simple confrontation dans un gymnase. Elle était devenue un référendum sur le racisme dans le sport, la question du genre dans les sports de combat et la question de savoir si la violence pouvait être une réponse justifiée à la discrimination. 3 jours après le chaos, Gérald Blackwood était assis dans le bureau de son avocat, la mâchoire encore douloureuse. Son avocat, Douglas Porter, étalait des documents sur la table. « Gérald, nous devons parler de tes options. »« Je veux la poursuivre, » dit immédiatement Gérald. « Pour coups et blessures, tout ce qu'on peut porter. » Douglas grimaça. « C'est compliqué. La vidéo te montre en train d'initier le combat. Tu l'as explicitement défiée à plusieurs reprises. Elle a refusé, tu as insisté. Et ton langage... » Il marqua une pause. « Ton langage était problématique. »« Je n'ai rien dit, » protesta Gérald.
Vous avez utilisé « vous » 11 fois, l'interrompit Douglas. Vous avez mis en doute son intelligence à 4 reprises en vous basant sur des stéréotypes raciaux. Vous avez émis des hypothèses sur des bagarres de rue et votre quartier à plusieurs reprises. Gérald, tous les avocats spécialisés en droit du travail du pays utilisent cette vidéo pour apprendre aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Le visage de Gérald rougit. C'est sorti de son contexte. Douglas le regarda simplement. Aucun jury ne croira ça. Pas avec cette vidéo. Pas avec tonton. Alors elle peut m'agresser et ne subir aucune conséquence? Je dis qu'elle a plusieurs défenses. Vous avez initié le combat. Vous avez intensifié les hostilités à plusieurs reprises. Vous lui avez explicitement ordonné de vous attaquer. Elle a utilisé une force proportionnelle dans un combat consensuel. Et surtout, il a montré la vidéo. Elle a essayé de partir à plusieurs reprises. Vous l'avez arrêtée. Vous l'avez provoquée. Vous avez provoqué cela. Gérald fixait l'écran. Il était si confiant, si sûr de sa supériorité, si certain qu'une femme noire en civil ne pouvait constituer une menace. Il n'avait jamais eu autant tort. « Ma salle de sport est en train de mourir », dit doucement Gérald. « Les abonnements sont annulés. Les étudiants publient des articles sur la façon dont je les ai traités. Les entreprises sponsors m'ont laissé tomber. Le propriétaire parle de résilier notre bail. » Douglas hocha la tête. C'est la véritable conséquence. Pas de poursuite judiciaire, même si le procureur examine la vidéo pour déterminer si elle pourrait être aggravée par un crime haineux si vous portez plainte pour agression. La véritable conséquence, c'est que tout le monde sait désormais qui vous êtes. Pendant ce temps, le téléphone d'Imani n'arrêtait pas de sonner. « Madame Carter, je travaille chez Nike. Nous aimerions discuter d'un contrat de sponsoring. » Madame Carter, ici ESPN. Nous réalisons un reportage sur le racisme dans les sports de combat. Madame Carter, je représente un éditeur intéressé par l'histoire de votre vie. Tous les grands médias voulaient son histoire. Toutes les marques voulaient son soutien. Toutes les organisations d'arts martiaux la voulaient comme porte-parole. Mais Imani ne s'intéressait pas à la célébrité. Elle en avait déjà connu et elle s'évaporait au gré des circonstances. Ce qu'elle voulait, c'était plus simple. Elle voulait ouvrir sa salle de sport. 2 semaines après la vidéo virale, Imani se trouvait dans un entrepôt vide du South Side de Chicago. Le bâtiment était ancien, mais solide, avec de hauts plafonds parfaits pour les sacs lourds et un espace ouvert idéal pour l'entraînement. Le loyer était abordable, car le quartier n'était pas branché. Il n'était pas au courant de l'argent soudain des sponsors, des honoraires pour les conférences, ni de la campagne GoFundMe qui avait permis de récolter 200 000 $ auprès d'inconnus qui avaient vu sa vidéo et voulaient soutenir son rêve. Son téléphone vibra. Un message de Rachel avec une capture d'écran de Sports Illustrated. Fermeture définitive du gymnase de combat d'élite de Sullivan. Son propriétaire fait l'objet d'une enquête pour pratiques discriminatoires. L'article détaillait comment les problèmes de Gérald s'étaient multipliés après la vidéo. D'anciens élèves ont témoigné. La commission athlétique de l'Illinois a ouvert une enquête. Son propriétaire a résilié son bail. Son assurance a cessé de couvrir ses frais. L'empire d'exclusivité raciste de Gérald Blackwood s'est effondré en 14 jours. Mais le dernier paragraphe de l'article a retenu son attention. Pendant ce temps, la triple championne du monde Imani Carter ouvre la Carter's Combat Academy dans le sud de Chicago, avec pour mission explicite de rendre le Muay Thai accessible aux communautés défavorisées. Le premier mois de cours est gratuit, puis le paiement est progressif. « Tout le monde mérite la même chance que moi », a déclaré Carter. Peu importe son apparence ou son origine. Imani observait son entrepôt vide, l'imaginant rempli d'étudiants. Des jeunes qui n'avaient jamais pensé que les arts martiaux étaient refaits pour eux. Des femmes à qui on disait qu'elles n'étaient pas assez fortes. Des jeunes noirs et métis découragés de pratiquer des sports agressifs. Tous se voyaient reprocher de ne pas être à leur place. Cette salle de sport leur appartiendrait. Cet espace serait sûr. Personne ne serait jamais jugé sur son apparence, ses origines ou sa couleur de peau. Elle avait transformé ce moment de discrimination
en quelque chose de permanent, quelque chose qui survivrait à la vidéo virale, à l'attention des médias et à l'indignation temporaire sur Internet. Elle avait transformé le racisme en révolution. 6 mois après la vidéo virale, Imani Carter se tenait dans le hall du tribunal fédéral du centre-ville de Chicago, vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure qui imposait le respect. Sa coiffure était professionnelle et sa posture reflétait l'assurance de celle qui avait passé des années à concourir sur les scènes internationales. Ce n'était pas la femme en tenue de sport simple qui était entrée dans la salle de sport de Gerald. C'était la championne du monde, pleinement visible, d'une autorité indéniable. La transformation était totale. La femme, jusque-là qualifiée de « trop lente », arpentait désormais ses couloirs en tant que témoin expert dans l'une des affaires de droit civique les plus importantes de l'histoire sportive de l'Illinois. La chute de Gerald Blackwood avait été spectaculaire et brutale. Quelques jours après la diffusion virale de la vidéo, la commission athlétique de l'Illinois avait lancé une enquête sur les pratiques de son gymnase. D'anciens élèves se sont manifestés en masse, chacun avec son propre témoignage de discrimination, de harcèlement et de traitement hostile. La tendance était indéniable. Marcus Wilson, un étudiant noir de 19 ans, a témoigné que Gerald avait refusé de l'entraîner, lui suggérant d'essayer le basketball, car les gens sont naturellement meilleurs à ce jeu. Sofia Martinez, une latino-américaine, a raconté comment Gerald n'arrêtait pas de commenter son statut d'immigration et ses origines réelles, malgré sa naissance à Chicago. David Chen, un Américain d'origine asiatique, a raconté qu'on lui avait dit que les vrais arts martiaux viennent de Thaïlande et non pas le kung-fu édulcoré que vous croyez connaître. L'enquête a révélé qu'au cours des 5 dernières années, 73% des élèves de Gerald étaient blancs, malgré la situation du gymnase dans l'un des quartiers les plus diversifiés de Chicago. Les demandes d'adhésion des candidats noirs et latinos ont été rejetées près de 4 fois plus souvent que celles des candidats blancs, souvent avec un vague argument selon lequel ce n'était pas adapté à notre culture. La compagnie d'assurance de Gerald avait résilié sa couverture en moins d'une semaine, invoquant la vidéo virale comme preuve de pratiques discriminatoires générant une responsabilité inacceptable. Son propriétaire, confronté à la pression des militants associatifs et à la publicité négative, avait résilié son bail pour violation de la clause de respect des normes sociales de leur contrat. Le gymnase de combat d'élite de Sullivan avait fermé définitivement 3 semaines après la visite d'Imani. Gerald avait tout perdu, son entreprise, sa réputation, ses revenus, son identité d'instructeur respecté. Mais les conséquences juridiques ne faisaient que commencer. La division des droits civiques du ministère de la Justice s'était intéressée à l'affaire. Les procureurs fédéraux y ont vu l'occasion de faire passer un message sur la discrimination dans les installations sportives en utilisant l'incident viral de Gerald comme un cas d'école pour l'application du titre 2 de la loi sur les droits civiques qui interdisait la discrimination dans les lieux publics. La procureure adjointe Patricia Reynolds avait été désignée pour mener l'accusation. À 47 ans, elle avait passé 20 ans à lutter contre des affaires de discrimination et n'avait jamais vu de preuves aussi irréfutables. La vidéo montrait tout. Propos racistes, environnement hostile, agression physique, le tout filmé sous de multiples angles par des témoins qui avaient d'abord cru filmer un spectacle. « C'est l'affaire la plus simple que j'ai jamais menée », a déclaré Patricia à son équipe lors de la préparation du dossier. L'accusé a littéralement enregistré son propre crime haineux et l'a diffusé au monde entier. L'avocat de Gerald, Douglas Porter, avait tout tenté pour éviter le procès. Il avait proposé des accords à l'amiable, suggéré des séances de gestion de la colère et présenté des excuses publiques. Mais Patricia avait été ferme. L'affaire allait être portée devant les tribunaux. Le précédent était trop important, le message trop crucial. Le procès a débuté par un froid lundi matin de février. Le palais de justice était bondé de journalistes, de militants, d'anciens élèves et d'observateurs curieux qui avaient suivi l'affaire en ligne. Des cars de reportage étaient alignés dans la rue. Les équipes de tournage se battaient pour se positionner sur les marches du palais de justice. Assise dans la galerie, Imani observait Gerald être conduit dans la salle d'audience par son avocat. Il avait l'air différent de l'instructeur confiant qui l'avait entouré 6 mois plus tôt. Son visage était émacié, ses vêtements de sport coûteux remplacés par un costume mal ajusté.
L'assurance avait disparu, remplacée par la posture voûtée de quelqu'un qui savait qu'il allait subir des conséquences qu'il ne pourrait ni charmer ni intimider. La juge Margaret Chen présidait le procès. C'était une juriste pragmatique, réputée pour la rigueur de ses procédures et sa tolérance zéro envers la discrimination. Elle avait examiné attentivement les pièces du dossier et avait clairement indiqué lors des audiences préliminaires qu'elle ne permettrait pas à la défense de blâmer la victime ni de minimiser les aspects raciaux du comportement de Gerald. Patricia Reynolds s'est levée pour prononcer sa déclaration liminaire. Mesdames et messieurs les jurés, cette affaire concerne un homme qui croyait que sa couleur de peau et sa position d'autorité lui donnaient le droit d'humilier, de rabaisser et d'agresser physiquement une femme noire, uniquement sur la base de ses préjugés racistes sur son identité et ses capacités. Elle appuya sur une télécommande et la vidéo, devenue virale, se lança sur les écrans de la salle d'audience. Même si tout le monde la connaissait déjà, la visionner dans ce cadre juridique formel lui donnait un poids nouveau. La voix de Gerald résonna dans la salle. « Vous pensez toujours que l'athlétisme naturel suffit ?» Le jury, composé de 6 femmes et de 6 hommes, représentant la diversité de Chicago, a observé la scène avec des expressions allant de l'inconfort au dégoût absolu. Vous entendrez les témoignages de plusieurs témoins, a poursuivi Patricia, décrivant un comportement discriminatoire récurrent depuis 5 ans. Vous verrez des preuves de demandes d'adhésion rejetées pour des raisons raciales. Vous entendrez des témoignages d'étudiants harcelés, humiliés et expulsés d'un lieu public en raison de leur couleur de peau. Elle marqua une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. Et surtout, vous verrez de vos propres yeux ce qui s'est passé lorsqu'une triple championne du monde, une athlète décorée qui a représenté son pays sur la scène internationale, est entrée dans la salle de sport de M. Blackwood. Vous verrez exactement comment il l'a traitée, non pas à cause de ses actes, mais à cause de son apparence. La déclaration d'ouverture de Douglas Porter a tenté de dépeindre Gerald comme un instructeur passionné qui avait commis des erreurs sous pression, dont les mots avaient été sortis de leur contexte, qui avait défendu son entreprise contre ce qu'il percevait comme une menace potentielle. L'argument est tombé à plat. Les visages du jury montraient qu'ils n'y croyaient pas. Le dossier de l'accusation était d'une rigueur accablante. En 3 jours, Patricia a présenté une montagne de preuves. Les anciens élèves ont témoigné les uns après les autres du comportement discriminatoire de Gerald. Chaque témoignage apportait une preuve supplémentaire qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un comportement raciste récurrent. Marcus Wilson a raconté comment Gerald lui avait dit qu'il avait sa place dans une salle différente, lui suggérant d'essayer la salle de boxe du quartier urbain à 1 kilomètre de là. Il n'arrêtait pas de dire que je serais plus à l'aise là-bas, avec mes proches. Quand j'ai insisté pour m'inscrire, il a rendu l'entraînement si hostile que j'ai abandonné au bout de 2 semaines. Sofia Martinez a témoigné des questions constantes de Gerald sur son statut d'immigration, malgré la présentation de son acte de naissance prouvant sa naissance à Chicago. Il plaisantait sur la construction d'un mur et la vérification des papiers. Quand je me plaignais, il me disait que j'étais trop susceptible. David Chen, un étudiant américain d'origine asiatique, a décrit comment Gerald s'était moqué de son entraînement précédent en arts martiaux. Il disait que les arts martiaux asiatiques étaient inférieurs au Muay Thai, que nous ne pouvions pas gérer le vrai combat. Il me faisait m'entraîner sans équipement de protection adéquate, me disant que je devais m'endurcir comme les combattants thaïlandais. Un expert économique a témoigné des taux d'adhésion discriminatoires. Des graphiques et des tableaux ont montré la forte disparité raciale entre les personnes que Gerald considérait comme qualifiées pour s'entraîner dans sa salle de sport. Puis vint la preuve vidéo. Patricia passa l'intégralité de l'enregistrement de 30 minutes du téléphone de Rachel, ainsi que les images de 3 autres élèves qui filmaient. Sous tous les angles, on pouvait voir le langage raciste de Gerald, son agressivité, son refus de laisser partir Imani, ses menaces explicites. La salle d'audience observait en silence la voix de Gerald emplir l'espace. « Vous croyez pouvoir entrer dans nos espaces. Et vous êtes quoi? Quelqu'un comme vous ne pouvez pas. » Plusieurs membres du jury ont secoué la tête. Une femme s'est tamponné les yeux. Mais le témoignage le plus puissant est venu d'Imani elle-même.
Patricia l'appela à la barre au 4e jour du procès. Imani se dirigea vers le box des témoins avec la même assurance sereine qu'elle avait manifestée au gymnase de Gérald. Elle prêta serment, prit place et regarda le jury droit dans les yeux. « Madame Carter, » commença Patricia, « veuillez informer le jury de votre parcours professionnel. »« Je suis triple champion du monde de Muay Thai », a déclaré Imani avec clarté. « Je suis professionnel depuis 12 ans, avec un palmarès de 47 combats, 45 victoires, dont 38 par KO. Je suis ceinture noire 7e dan, et je me suis entraîné à Sitiotong, en Thaïlande, auprès de Maître Yodtong, l'un des instructeurs les plus respectés au monde. Le jury a écouté attentivement Imani détailler ses références. Membre de l'équipe olympique, compétition internationale, années d'entraînement qui l'ont emmené à travers le monde. « Pourquoi es-tu allé à la salle de sport de M. Blackwood ce soir-là » demanda Patricia. « Je me renseignais sur la concurrence », explique Imani. « J'ouvrais ma propre salle de sport et je voulais voir ce que les autres établissements de Chicago proposaient. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles la salle de sport de Blackwood offrait un environnement hostile aux personnes de couleur, et je voulais vérifier si ces rumeurs étaient fondées. Vous êtes-vous identifié comme champion du monde à votre arrivée? Non. J'y suis allé en tenue de sport simple, sans maquillage ni équipement coûteux. Je voulais voir comment ils traiteraient quelqu'un qui ressemblait à une personne ordinaire. Et comment t'ont-ils traité? La mâchoire d'Imani se crispa légèrement. Dès mon arrivée, j'ai été traité comme une étrangère. La réceptionniste m'a laissé entendre que j'étais perdu et que je devrais essayer une autre salle de sport. Les élèves se sont écartés de moi, serrant plus fort leurs affaires. Et M. Blackwood? Elle regarda Gérald droit dans les yeux pour la première fois. Il m'a clairement montré, par ses paroles et ses actes, qu'il me considérait comme inférieur uniquement à cause de mon apparence. Patricia a raconté à Imani toute la rencontre, chaque commentaire raciste, chaque supposition, chaque moment d'escalade. Le jury était suspendu à chaque mot. « Madame Carter, lorsque vous avez finalement frappé M. Blackwood, pourquoi l'avez-vous fait? » Parce qu'après 25 minutes de tentative de désescalade, après avoir tenté de partir à plusieurs reprises, après m'être expliqué qui j'étais et avoir présenté mes qualifications, il m'a agressé physiquement avec l'intention explicite de me faire du mal. Je me suis défendu en utilisant la force appropriée dans une situation de joute consensuelle qu'il avait initiée et aggravée à plusieurs reprises. Le contre-interrogatoire de Douglas Porter fut bref et inefficace. Il tenta de suggérer qu'Imani avait fait usage d'une force excessive, mais elle expliqua calmement les aspects techniques de ses coups, démontrant au jury qu'elle avait utilisé une force précisément calculée, suffisante pour stopper l'attaque de Gérald, mais suffisamment contrôlée pour éviter des blessures graves. « Tu n'aurais pas pu simplement t'en aller » demanda Douglas dans sa dernière tentative désespérée. « J'ai essayé de m'éloigner » répondit fermement Imani. À 3 reprises. Monsieur Blackwood m'a physiquement bloqué, m'a interpellé publiquement et m'a clairement fait comprendre que partir serait perçu comme une confirmation de ses préjugés racistes sur l'infériorité des femmes noires. Il a créé une situation où je n'avais d'autre choix que de me soumettre à l'humiliation ou de me défendre. La défense était faible. Douglas a cité des témoins de moralité qui ont affirmé que Gérald était passionné d'arts martiaux et dévoué à ses élèves. Mais lors du contre-interrogatoire, Patricia les a fait admettre qu'ils n'avaient jamais vu Gérald interagir avec des élèves de couleur, ni qu'il ne se souvenait d'aucun élève noir au gymnase. Gérald lui-même a choisi de ne pas témoigner, probablement parce que son avocat savait que le faire témoigner serait désastreux. L'homme, si sûr de lui et si bavard dans sa salle de sport, n'a pas osé s'expliquer sous serment. Après 5 jours de témoignage, les 2 parties ont présenté leur plaidoirie finale. Le résumé de Patricia était percutant. Mesdames et messieurs, cette affaire est d'une simplicité remarquable. Vous avez vu la vidéo, vous avez entendu les témoignages, vous avez constaté la discrimination systématique qui s'est déroulée sur 5 ans. La question qui se pose n'est pas de savoir si M. Blackwood a discriminé Mme Carter et d'innombrables autres personnes. Les preuves le prouvent sans l'ombre d'un doute. La question est de savoir si, en tant que société, nous le demanderons responsable. Elle marqua une pause, croisant le regard de chaque juré. «
Quand quelqu'un use de son autorité pour rabaisser, harceler et attaquer des personnes en raison de leur origine ethnique, il doit y avoir des conséquences, pas seulement sociales, pas seulement commerciales, des conséquences juridiques. Car la discrimination n'est pas seulement mauvaise, elle est illégale, et M. Blackwood a enfreint la loi. Le jury a délibéré pendant 3 heures. À leur retour, leur visage était sombre mais déterminé. Le jury a-t-il rendu son verdict? A demandé le juge Chen. La contremaîtresse, une femme noire d'une 50aine d'années, se leva. Nous avons réussi, votre honneur. Concernant l'accusation d'exploitation d'un lieu public discriminatoire en violation de la loi sur les droits civils de 1964, quelle est votre conclusion? Coupable. Concernant l'accusation d'agression motivée par des préjugés raciaux, quelle est votre conclusion? Coupable. Concernant l'accusation de créer un environnement hostile basé sur la race, que pensez-vous? Coupable. Gérald laissa tomber sa tête dans ses mains. Douglas Porter posa une main sur son épaule, mais il ne put rien dire de réconfortant. Le juge Chen a fixé le prononcé de la peine à 2 semaines plus tard. Ce jour-là, la salle d'audience était à nouveau pleine. Monsieur Blackwood, commença la juge Chen, sa voix imprégnée d'autorité judiciaire, vous avez été reconnu coupable de graves violations des droits civiques. Vos actes, filmés et vus par des dizaines de personnes, représentent précisément le type de discrimination que nos lois sont censées prévenir et punir. Elle a examiné les preuves, les témoignages et le comportement. Ce qui rend votre conduite particulièrement flagrante, c'est que vous occupiez un poste d'autorité. Les étudiants venaient vers vous pour apprendre, s'améliorer, trouver une communauté. Au lieu de cela, vous avez utilisé cette position pour rabaisser et exclure des personnes en raison de leur origine ethnique. Gérald était assis, immobile, son avocat à côté de lui. Vous avez créé un environnement où les personnes noires et métisses se sentaient indésirables, inférieures et en danger. Face à une femme qui remettait en question vos préjugés racistes, vous avez réagi par la violence et l'humiliation. Et même maintenant, vous n'avez manifesté aucun remords sincère, aucune compréhension du mal que vous avez causé. La juge Chen a levé son marteau. Je vous condamne par la présente à 18 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de probation avec sursis. Vous êtes condamné à verser une indemnisation totale de 400 000 $ à vos victimes, dont Madame Carter, pour la détresse émotionnelle et les violations des droits civiques que vous leur avez infligées. Le marteau est tombé définitivement. De plus, a poursuivi le juge Chen, il vous est définitivement interdit d'exploiter une installation sportive ou d'exercer la profession d'instructeur à quelque titre que ce soit. Vous effectuerez 200 heures de travaux d'intérêt général au sein d'organisations au service des communautés de couleur et suivrez une formation complète contre le racisme. Gérald fut emmené menotté, le visage marqué par la défaite. L'homme qui autrefois arpentait son gymnase avec une assurance arrogante se traînait désormais comme une coquille vide. À l'extérieur du palais de justice, Imani se tenait devant une rangée de microphones, tandis que les journalistes avançaient avec leurs questions. Justice a été rendue aujourd'hui. Si ce verdict vous a touché, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous fait preuve de clémence? Car le dernier chapitre est sur le point de révéler le véritable pouvoir de la responsabilité. Madame Carter, que pensez-vous du verdict? A demandé un journaliste. Imani prit une grande inspiration. Je me sens justifié, pas seulement pour moi, mais pour chaque personne de couleur qui est entrée dans un espace et s'est sentie exclue. Ce verdict affirme que la discrimination a des conséquences, que le racisme n'est pas seulement moralement répréhensible, il l'est aussi juridiquement, et que les personnes en position d'autorité devront rendre des comptes. Quelle est la prochaine étape pour vous? A demandé un autre journaliste. Imani sourit. Demain, j'ouvre la Carter's Combat Academy. Nous accueillons 50 élèves, des enfants issus de communautés défavorisées qui n'ont jamais eu accès à un entraînement de qualité en arts martiaux. Notre mission est simple, chacun a sa place, chacun mérite le respect, chacun a sa chance. Tandis que les flashs des appareils photo et les journalistes prenaient des notes, Imani repensait à la lettre de son père. Elle parlait de construire quelque chose d'important.
d'être le défenseur de tous. Gerald Blackwood allait passer les 18 mois suivants en prison fédérale, son nom étant synonyme de racisme dans le sport. Mais Imani Carter commençait tout juste à construire son héritage. La justice avait été rendue. Mais, plus importante encore, elle avait inspiré le changement. 5 ans après le procès, la Carter's Combat Academy était devenue une institution à Chicago. L'entrepôt rénové par Imani abritait désormais du matériel d'entraînement ultramoderne, des tapis de sol de qualité professionnelle et des murs couverts de photos d'élèves de toutes les nuances de brun, de tous les horizons, tous unis par leur passion pour les arts martiaux. Imani se tenait au centre de la salle d'entraînement principale, observant ses assistants instructeurs diriger les cours. Le gymnase était bondé de plus de 200 élèves, des enfants de 6 ans apprenant la discipline aux adolescents découvrant leur confiance en eux, en passant par les adultes reprenant leur pouvoir. Parmi eux se trouvait Marcus Wilson, le jeune homme noir qui avait témoigné contre Gerald. Désormais ceinture bleue, il enseignait aux jeunes qui lui ressemblaient qu'ils avaient leur place dans les salles d'arts martiaux. Sofia Martinez dirigeait le programme d'autodéfense pour femmes, permettant aux femmes latino-américaines de résister au harcèlement. David Chen dirigeait l'équipe de compétition, prouvant que l'excellence transcendait les stéréotypes raciaux. Le gymnase fonctionnait selon un système de paiement progressif. Les étudiants aisés payaient le plein tarif, tandis que les enfants issus de familles modestes bénéficiaient d'un entraînement gratuit. Personne n'a jamais été refusé pour cause d'incapacité de paiement. L'histoire d'Imani avait déclenché un mouvement. Partout au pays, les salles d'arts martiaux mettaient en œuvre des politiques anti-discrimination, diversifiaient leurs effectifs et examinaient leurs propres préjugés. La vidéo de sa confrontation avec Gerald a été utilisée dans les programmes de formation des instructeurs comme exemple de la façon dont il ne faut pas traiter les élèves. Gerald Blackwood avait été libéré de prison après 16 mois. Il travaillait désormais comme commis d'entrepôt, sa carrière dans les arts martiaux étant définitivement terminée. Son nom était un avertissement, un rappel des conséquences du racisme. Mais Imani pensait rarement à Gerald. Elle était trop occupée à construire l'avenir. À l'occasion du 5e anniversaire du gymnase, elle a réuni ses élèves pour une annonce spéciale. Mon père me disait souvent que les champions ne se font pas sur le ring, mais dans le calme, sans surveillance. Elle a regardé les visages qui se présentaient à elle, de toutes les couleurs, de tous les horizons. Vous êtes tous des champions, non pas parce que vous gagnez des combats, mais parce que vous êtes présents. Vous avez refusé de laisser quiconque vous dire que vous n'étiez pas à votre place. Une jeune fille noire de 13 ans, Jasmine, leva la main. « Coach Imani, est-il vrai que vous avez mis KO ce raciste d'un seul coup de pied ?» Imani sourit. « Je me suis défendu quand il le fallait. Mais tu sais ce qui est plus puissant qu'un coup de pied? Construire quelque chose qui dure. Cette salle de sport sera là bien après mon départ, accueillant tous ceux qui franchiront ses portes. » Elle marqua une pause, regardant la bannière accrochée au-dessus de l'entrée. Les mots de son père, brodés en lettres d'or. « Tout le monde a sa place. » C'est ça la vraie victoire, a poursuivi Imani. Ni la vengeance, ni même la justice, même si c'est important. La vraie victoire, c'est de créer des espaces où la prochaine génération n'aura jamais à mener les mêmes combats que nous, où une petite fille noire pourra entrer dans une salle de sport sans jamais se demander si elle a sa place. Des années plus tard, la Carter's Combat Academy s'est développée sur 3 sites à Chicago. Les élèves d'Imani ont participé à des compétitions nationales, remportant des championnats et prouvant que les environnements inclusifs formaient les meilleurs athlètes. Plusieurs de ces élèves ont obtenu des bourses universitaires. 2 ont intégré des équipes olympiques. Des dizaines d'entre eux sont devenus instructeurs, propageant ainsi sa philosophie d'inclusion radicale. L'entrepôt où se trouvait autrefois le gymnase de Gerald est devenu un centre communautaire proposant des programmes gratuits pour les jeunes. Le nouveau propriétaire du bâtiment avait installé une plaque dédiée à ceux qui transforment la discrimination en opportunité. Imani n'a jamais cherché à devenir célèbre grâce à sa popularité, mais elle a su exploiter la plateforme qu'elle lui offrait. Elle a pris la parole dans des écoles, écrit un mémoire intitulé « Too Slow to Know You » et conseillé des organisations sportives sur les politiques de lutte contre la discrimination.
Son livre est devenu une lecture obligatoire dans les programmes de management sportif du pays. À l'occasion du 10e anniversaire de la confrontation, un journaliste a demandé à Imani si elle avait pardonné à Gerald Blackwood. Elle réfléchit attentivement à la question. « Le pardon ne m'appartient pas. Je n'étais pas sa seule victime. Mais j'ai libéré ma colère, car la garder aurait empoisonné tout ce que j'ai construit. Il m'a donné la motivation de créer quelque chose de beau. C'est la meilleure vengeance. Faire de sa haine mon objectif. » Gerald Blackwood, aujourd'hui âgé de 52 ans, suivait la retransmission anniversaire depuis son studio. Il avait tout perdu. Sa salle de sport, sa réputation, son identité. Il avait passé des années dans l'amertume, reprochant à Imani d'avoir ruiné sa vie, incapable d'accepter qu'il l'avait lui-même ruinée. Mais quelque chose dans cette interview pour son 10e anniversaire l'a touché. Voir le gymnase qu'Imani avait construit, les élèves qu'elle avait encouragés, les vies qu'elle avait changées, cela l'a forcée à affronter une vérité dérangeante. Elle avait transformé ce moment viral qui l'avait détruit en quelque chose qui a aidé des milliers de personnes. Pour la première fois depuis 10 ans, Gerald ressentit autre chose que de la colère. Il éprouva de la honte, une vraie honte, pas de l'apitoiement sur lui-même. Il voyait clairement ce qu'il avait été. Un tyran utilisant le racisme pour soutenir son ego fragile, blessant les autres pour se sentir puissant. Il a écrit une lettre. Il lui a fallu 3 mois pour trouver les mots justes. « Madame Carter, je sais que je n'ai pas le droit de vous contacter. Je sais que des excuses ne peuvent réparer le mal que je vous ai causé, à vous et à tant d'autres. Mais sachez que je comprends enfin. Ce n'est pas vous qui avez ruiné ma vie, c'est moi. Chaque préjugé raciste, chaque mot cruel, chaque élève que j'ai chassé, c'était moi. Vous vous êtes défendu contre la violence que j'ai déclenchée. Ce qui m'est arrivé, c'est justice, et je la méritais. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais sachez que votre travail, tout ce que vous avez construit, m'a montré ce que j'aurais pu être si j'avais choisi le respect plutôt que la haine. Si mon racisme a eu un quelconque effet positif, c'est qu'il vous a donné la motivation de créer quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. Merci pour cela, même si je ne mérite pas vos remerciements. J'espère que vos élèves ne rencontreront jamais quelqu'un comme moi. Gerald Blackwood. Imani lut la lettre dans son bureau, entourée de photos d'étudiants souriants. Elle l'a relue 2 fois, cherchant l'insincérité, la déviation, l'ego qui avait autrefois caractérisé Gerald. Elle ne le trouva pas. Elle ne répondit pas. Certaines blessures n'avaient pas besoin d'être reconnues ou pardonnées pour guérir. Certaines leçons n'avaient pas besoin d'être absoutes. Le cheminement de Gerald vers le mieux-être était le sien. Mais elle a classé la lettre, non pas comme un pardon, mais comme la preuve que l'on peut changer. Que même le pire comportement peut engendrer une évolution, même si cette évolution arrive trop tard pour réparer les dommages. L'Académie de combat Carter continua de prospérer. Dès sa 15e année, elle comptait 10 établissements répartis dans 3 États. La Fondation Carter, financée par les honoraires d'Imani pour ses conférences et les droits d'auteur de ses livres, dispensait chaque année des cours gratuits d'arts martiaux à plus de 5000 enfants. Chaque instructeur embauché suivait une formation rigoureuse contre la discrimination. Chaque élève apprenait que le respect ne dépendait ni de la couleur, ni du sexe, ni de la situation économique. Les élèves olympiques d'Imani ont remporté des médailles. Ces combattants de l'UFC sont devenus champions. Ces instructeurs ont ouvert leur propre salle de sport, diffusant la philosophie de l'inclusion radicale à travers le pays. Le mouvement qu'elle avait déclenché par un coup de pied défensif était devenu bien plus important qu'un simple moment viral. À l'occasion de son 40e anniversaire, debout dans l'entrepôt d'origine où tout avait commencé, Imani a repensé à son parcours. De championne du monde à soignante, puis victime de racisme, elle a bâti une œuvre qui allait lui survivre. « Ça valait le coup ?» a demandé un journaliste lors d'une interview. « La discrimination, la confrontation, tout ce que vous avez vécu ?» Imani regarda autour d'elle dans sa salle de sport. Les élèves qui s'entraînaient aux techniques, les instructeurs qui les encourageaient, les murs couverts de photos de chaque enfant qui avait trouvé sa force dans cet espace. « Mon père m'a écrit une lettre avant de mourir », a-t-elle dit. « Il m'a dit que les champions se forment dans le calme, hors de tout regard.
La vraie force ne réside pas dans la victoire, mais dans la construction d'un héritage. Elle sourit. Ce prof raciste pensait me remettre à ma place. En fait, il m'a montré ma raison d'être. Il a essayé de me rabaisser et j'ai réagi en construisant quelque chose de plus grand que nous deux. Alors oui, ça valait le coup. Parce que des milliers d'enfants grandissent aujourd'hui sans jamais vivre ce que j'ai vécu. Ils entrent dans ce gymnase et s'y sentent immédiatement intégrés, sans condition. Que diriez-vous aux jeunes femmes noires confrontées à une discrimination similaire? Je dirais ce que mon père m'a dit. Tu es déjà un champion. Dès que tu refuses d'accepter les limites des autres, dès que tu te lèves et que tu dis « j'ai ma place ici », tu as gagné. Le coup de grâce était satisfaisant, c'est sûr. Elle sourit. Mais ça, elle désigna sa salle de sport, ses élèves, l'œuvre de sa vie. C'est ça, la vraie victoire. Quel est votre avis sur cette histoire? Si vous étiez à la place d'Imani, auriez-vous fait preuve de la même bienveillance et transformé votre souffrance en un but? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou rappelé que la justice existe, abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages de personnes qui ont refusé de rester en bas. Aimez si vous pensez que les racistes méritent d'être punis et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que la discrimination a un prix. D'où regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas, parfois, la personne qui essaie de vous démolir vous donne exactement la motivation nécessaire pour construire quelque chose qu'elle n'a jamais pu accomplir. Les suppositions basées sur la couleur de peau sont dangereuses, car parfois, la personne que vous sous-estimez est la meilleure au monde dans son domaine. La justice n'est pas seulement une vengeance, c'est construire un avenir meilleur.